Aujourd'hui, dans Leverage, je reçois un investisseur qui applique depuis des années l'un des principes les plus simples de l'immobilier. Acheter les bons actifs aux bons emplacements et savoir les conserver. Michael Cohen. Son terrain de jeu, les murs commerciaux, les locataires, les baux et surtout toute la mécanique qui se cache derrière la valorisation d'un local commercial. Avant l'immobilier, Michael évolue entre autres dans le textile, un univers qui lui apprend à lire un commerce, comprendre un commerçant, observer une rue, analyser un flou, bref, voir ce que beaucoup ne voient pas. Depuis, il a fait de cette lecture du terrain une véritable expertise. Acquisition, arbitrage, valorisation, opération après opération, il construit un patrimoine immobilier centré sur ce qui reste depuis toujours le nerf de la guerre, l'emplacement. Avec lui, on va parler de murs commerciaux, de financement, de création de valeur et surtout comment transformer un simple emplacement en véritable effet de levier. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Leverage. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on reçoit Michael Cohen. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est sympa, c'est un moment, c'est un podcast que je suis. C'est Ce qui gentil. est marrant, c'est que je ne te connaissais pas avant le podcast. On s'est rencontrés dans d'autres conditions et c'est incroyable d'être là. C'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre et merci d'avoir accepté cet échange. Aujourd'hui avec toi, on va principalement parler de locaux commerciaux, de bail, de locataires, d'effets de levier, etc. Maintenant qu'on sait à peu près ce que tu fais, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu faisais avant ? Ah, avant j'avais une autre vie. J'imagine bien. Maintenant, il y a à peu près 9 ans, en fait, à la base, j'ai commencé dans le textile. Ouais. L'idée, c'était de faire un peu de fabrication. J'ai suivi un cheminement familial où on avait une affaire de famille, de pulls, qui était assez connue. Et ensuite, je suis évolué sur des marques de vêtements que je peux citer, American Eagle, Caporal Chaussures, enfin c'était des licences. Et petit à petit, je suis arrivé à des marques plus sympas qui ont été Ripley et après m'arrêter François Girbeau. Donc j'avais une chose qui était très importante, c'est que j'allais sur la route. J'avais la Bretagne comme région, qui est une région extraordinaire. D'accord. Je passais 3 jours par semaine en Bretagne à faire toutes les petites villes de Bretagne avec mon look de breton. C'était très sympathique. Et j'ai découvert des gens vraiment incroyables et une région folle. Et chaque semaine, voilà, j'allais, je voyais les détaillants, je comprenais un petit peu c'était quoi le cahier des charges d'un détaillant. Ok. C'est ce qui m'a permis, on fera la transition, de faire de l'immobilier, parce qu'il y avait l'emplacement, la façon dont ils vendaient, la façon dont ils achalandaient une boutique. Et moi, j'aime tout cet univers de la boutique parce que je pense que beaucoup d'investisseurs font cette erreur de ne pas connaître comment une boutique est faite, la zone froide, la zone chaude, comment un client se déplace, en fait tout le parcours client. Ouais, c'est très intéressant, effectivement. Donc il y a des zones qui sont plus fréquentées, donc les zones chaudes, celles où le client doit absolument s'arrêter. Le client arrive. Ouais. Alors aujourd'hui, quand on voit un magasin comme Zara ou de ces grandes chaînes, ils le font, c'est subliminal. Ça veut dire que chacun, selon son style, se dirige par un endroit qui lui semble le plus approprié à son style. En revanche, dans d'autres boutiques, il fallait mettre des produits en avant, exploiter des zones du magasin qui étaient un peu plus sombres, et c'était tout ce côté-là vraiment qui me plaisait. Donc après, t'es passé tout de suite à l'immobilier, donc après ta en fait, période... On était dans un domaine qui périclitait. Ok. On avait le textile qui commençait à aller de plus en plus mal. On était en quelle année là ? 2000, pas mal, 2000, je dirais 2011, 2012. D'accord. De 2012, on continuait, c'était sympa, on faisait des collections. Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était jeans, des lavages. Chez Ripley, j'ai participé à des matières, donc on allait à Zolo, c'était à côté de Venise, donc il y avait tout ce côté-là qui était super sympa, mais les chiffres en magasin n'étaient pas au rendez-vous. Ok. Et chaque année, on voyait que l'activité, elle tombait. Et j'avais des amis dans l'immobilier de commerce, je ne savais pas vraiment ce que c'était, qui gagnaient leur vie, et c'était sympa, c'était au moment où toutes les nouvelles chaînes se développaient. Donc on parle de Couples, SMCP, Sandro, Mage, enfin tous ces gens-là. Et donc j'ai commencé à essayer d'aller faire quelques transactions, et de les suivre. Voilà comment je suis arrivé dans l'immobilier. Ok, intéressant. J'ai eu 6 mois vraiment de bad, parce que si on n'était plus dans le même univers, nous dans le textile on s'amusait. Alors on gagnait moins d'argent mais on s'amusait. Quand je suis arrivé, je voyais des gens qui faisaient beaucoup de transactions, beaucoup de choses, mais en fait il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas le fun ? Non, il n'y avait pas le fun. Dans l'immobilier, il n'y a pas de fun ? Non, il n'y a pas de fun. Moi en tout cas. J'ai trouvé des gens très ternes, Ok. qui n'étaient pas... Je sais pas, ils s'en sortaient pas, alors que nous, dans le textile, on s'amusait, on faisait la fête, on allait au Bread and Butter, on allait à Berlin, voilà. Donc j'ai essayé de comprendre ce métier et j'ai compris qu'il était technique.
Ok. Et là, j'ai passé 2 ans. J'ai la chance d'avoir un associé extraordinaire qui s'appelle Greg Vachebrod, Ok. qui ne faisait que m'apprendre toute la technique, tout ce qu'il y a autour de l'immobilier. En tout cas, ton premier levier, ça a été un levier apprentissage grâce à cet associé. Exactement. Qui, lui, était déjà un professionnel de l'immobilier. Oui, il vient d'une famille qui vient de l'immobilier aussi. Mm-hmm. Il a décidé de monter lui-même sa branche. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on a 67 actifs sur cette branche-là qui s'appelle Horace Invest. Donc, vous avez acheté ensemble 67 actifs. Exactement. Ok. Voilà, sur les 9 dernières années. Ok. Déjà, c'est une belle performance. C'est beau. Quand je l'entends, ouais, j'aime bien. Ouais, bien sûr, tu as raison, c'est une très belle performance. Mais surtout comme on sait à quel point c'est difficile. C'est très dur. Ça fait 2 ans et demi que on va rentrer dans le détail, bien sûr. On va pas tout dire maintenant. Non, on va pas tout dire maintenant. Dans 5 minutes. Mais si après on peut parler de tes chaussures. Ah, je veux bien. C'est ça, je sais que parce que l'immobilier. On essaiera de les placer. Ah là, est-ce que vous voyez ces chaussures? Non, c'est important. Voilà, c'est très important qu'on parle de ça. Non, voilà. Non, J'adore. Pour être, voilà, c'est qu'aujourd'hui, quand on a vu ces boutiques-là, moi j'ai vu ces boutiques, j'ai voulu apprendre tout ce qui était la technique d'une boutique, du bail, de la personne qui l'exploite, des voisins à côté, comprendre pourquoi une rue elle est sur la montante, pourquoi une rue tout d'un coup elle est moins bonne, le client, pourquoi il achète sur Internet, pourquoi il vient en boutique. Et c'est un peu tous ces univers-là j'ai mis 2 ans à travailler, à vraiment aller chercher les clients, leur poser des questions. C'est quoi vos chiffres d'affaires? C'est quoi votre évolution? Est-ce que vous commencez à vouloir vendre sur le net? En fait, c'était le début un peu de tout ça. Et là, on était en quelle année quand tu as vraiment commencé à te mettre dedans? 2018. Ok, 2018. Tu as fait ton apprentissage, tu es toujours aux côtés de Greg et vous êtes dans le TGV et vous avancez à 10 000 à l'heure. Et là, tu vas voir donc les locataires ou les exploitants et tu essaies de comprendre leur... Tu te rappelles de votre premier locataire ou de votre première boutique? Alors, c'est une super histoire. Ah. C'est une histoire incroyable. J'adore. On m'a présenté au Bread and Butter une personne, je peux donner son nom? Il s'appelle Errol Teboul. Extraordinaire garçon, qui est qu'un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Il a la marque Hero 7, Hero. Et je passe une journée avec lui, je te la fais courte, sinon on en a pour 2 heures. Le lendemain, je vais pour lui dire bonjour, il me tourne le dos. Bon, je dis tiens, c'est bon, il n'était pas si sympathique que je croyais. On passe en 2018, 2019. Je viens de commencer dans l'immobilier et je vais au salon du prêt-à-porter pour essayer de trouver des enseignes. Il passe devant moi et je ne veux pas lui dire bonjour parce que je me dis, il m'a tourné le dos il y a 8 ans, 7 ans. Et je me dis, tiens, allez, range ton orgueil, va lui parler. Je lui dis, Rol, tu te rappelles de moi? Il me dit, ah oui, tiens, comment ça va? Je lui dis, je viens de rentrer dans l'immobilier. Est-ce que tu penses que tu chercherais une boutique sur Paris? Il me dit, écoute, c'est fou. Je viens de rater une boutique au 36 de la rue du Temple. Il me dit, si tu me trouves un dossier entre le 20 et le 40, je te le prendrai. Magnifique. Bon, moi je rentre avec ma petite note, j'ai mon petit carré, j'ai vu tout le monde, bonjour, je suis dans l'immobilier. Alors je n'avais pas encore la déballe, je ne savais pas de quoi je parlais. Moi je pensais qu'on parlait de boutique, bref. Le lundi, mon assos, qui n'était pas encore mon assos, qui était mon patron à ce moment-là, il me dit, écoute, j'ai récupéré une boutique au 28 rue du Temple. Incroyable. Fou. Donc j'appelle Errol, il me dit, c'est pas possible, on fait le deal ensemble, c'est mon premier deal. Mais là où c'est sympa, c'est qu'on s'est tellement liés d'amitié qu'il me dit, bon, gère-moi les travaux, gère-moi les gens sur place, aide-moi. Je suis à Marseille, aide-moi. Donc je commence à l'aider, je commence à faire plein de choses. Tu fais toute son installation? Je fais pas son installation parce qu'il avait ses équipes, mais je suis un peu sur place, je veille. Et j'ai beaucoup de temps, donc je vais à gauche voir le voisin, à droite. Et là, je commence à faire beaucoup de transactions. Et c'est là où le Marais devient un terrain de jeu hyper sympa. Ok, et ça devient ton premier terrain de jeu, limite? C'est mon premier terrain de jeu. Alors il y avait d'autres personnes, je ne suis pas le seul. Mais donc je rentrais des dossiers, il y avait encore des sessions. En ce temps-là, il y avait encore ça s'appelle ça des pas de porte. Tu avais encore des gens qui pouvaient vendre leurs pas de porte. Donc là, on a commencé à faire des deals hyper sympathiques. Et quand tu dis que tu as fait le premier deal 28 rue du Temple, donc vous avez acheté la boutique ou alors vous avez fait... La boutique, elle appartenait déjà à mon associé. À ton associé. En fait, le locataire voulait partir, c'était une agence immobilière. Ok. Voilà, il lui a payé une éviction et il fallait relouer à un loyer un peu plus sympa. Bien sûr. Et c'est là que tu amènes. Exactement. Mais ce qui est important, c'est que le fait d'amener de nouvelles enseignes, déjà, on renouvelle les boutiques, on fait monter la rue, les concurrents de l'enseigne veulent se mettre à ses côtés. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer un environnement. Parce que moi, je pense qu'on a une mission. Ce que je pense que beaucoup de concurrents oublient, c'est que des fois, il ne faut pas prendre le loyer le plus cher, il faut prendre des gens qui vont vous emmener vers le haut de la rue. C'est intéressant. Comment tu fais ce perfect match?
Tu vas dire, tu vas considérer que une enseigne de prêt-à-porter doit être à côté de ses amis Alors, prêt-à-porter. quand je vais parler comme ça derrière, ils vont dire mais il est complètement fou parce que s'il y a un loyer, on a une meilleure rentabilité, on a une meilleure capitalisation. Ouais. Mais je vais donner un exemple. On a 5 dossiers dans les Batignolles. Et un jour, on avait un dossier rue Legendre. La rue, elle était en devenir, en haut, côté Clichy. Elle n'était pas top. Et j'avais une offre d'une agence immobilière avec un bon loyer. Et j'ai refusé l'offre. J'ai mis un tapissier. Et il y avait 20% de différence. Mais C'est énorme en plus. C'est beaucoup. Mais je savais que la rue, elle avait un gros potentiel. Et le fait qu'est arrivé, leur concurrent est arrivé, et d'autres personnes, et la rue est bien montée. Et c'est là où je pense qu'on a une mission. Parce que si j'avais mis l'agence immobilière, ça aurait été la 4e de la rue. C'est pas bon. Ok. Après, il y a des rues où malheureusement, des fois, on achète des dossiers, et là, c'est celui qui veut qui arrive. C'est ça. Et alors, est-ce que parfois ça t'arrive du coup dans cette logique-là d'être propriétaire d'une boutique et d'avoir un exploitant et de chercher à changer l'exploitant dans cette logique? Alors, ça ne se passe pas comme ça parce que quand on est enfermé dans un bail, c'est l'exploitant qui décide. Qui décide. C'est pas nous on a le dernier mot. Mais c'est vrai que quand on voit les rues évoluer, on va voir nos exploitants. On leur dit est-ce que vous voulez partir? Est-ce qu'on peut s'arranger? On a cette chance, on peut le faire. On a cette latitude aujourd'hui pour aller dans ce sens-là. Et quand tu as acheté ta première boutique? À Vincennes. Ah, à Vincennes. Vincennes. Tu sais, il y a une chose qui est folle, c'est des fois tes mots qui changent ta vie. J'ai appelé un agent, j'ai appelé beaucoup d'agents. Toute la journée, j'ai appelé des agents. Des agents immobiliers. Bonjour, Michael Cohen, je suis investisseur, on a ci, on a ça. Enfin, chacun raconte sa sauce. Et j'appelle un agent et il me dit mais qu'est-ce qui vous diffère d'un autre? Je dis monsieur, c'est une question assez difficile. Il me dit oui, vous avez tous des moyens, vous racontez tous que vous n'avez pas de conditions suspensives. Et je lui dis la seule chose que je peux vous promettre, si vous me montrez une boutique qui me plaît, dans le quart d'heure, je vous shoot une offre et je l'achète. Il m'a dit demain, telle adresse. Et on est arrivé à Vincennes et ça a été la première boutique que j'ai achetée. Et elle te plaisait vraiment? Comment ça se fait que tu l'as shootée en 15 minutes comme ça? Pourquoi Parce qu'il y avait un locataire ça faisait 25 ans qu'il était à l'intérieur. Ok. Fallait qu'il parte. Il y avait un appartement avec. Okay. Tout était dans son jus dans les années 60. Okay. Il y avait une pergola enlevée. Il y avait de la création de valeur. Il y avait de la création de valeur à mort. Ok. Voilà. Et donc c'est là que tu t'es dit, ok, là je vais shooter. Donc tu as shooté cette offre. Tu te rappelles du prix? C'était il y a longtemps ça, non? On était autour de 750 000 euros. Ok. Mur et fond devait être autour de 800 000 euros. Ok. Et dans ce dossier, et c'est là où la technique est importante, on s'est rendu compte qu'il y avait une annexion de partie commune. Alors c'est bête, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on m'a dit, voilà, il y a une annexion de partie commune. J'ai dit, mais attendez, c'est quoi une annexion de partie commune? Je connaissais l'annexion des pays. En fait, avec le temps, le découpage, il y avait une partie de la boutique qui appartenait à la copro, mais qui faisait partie de la boutique. C'est ça. Donc dans ces moments-là, il faut être très technique, il faut prendre un géomètre, il faut créer des nouveaux numéros de lot, il faut modifier l'état descriptif de division, il faut racheter des mètres carrés, il faut voir avec la mairie la commercialité. Il y a un travail administratif à faire. Il y a un travail de fond et de fou. Donc, on a été expliqué ça aux vendeurs. Ça prend 8 mois, tout ça. Ah. Ça prend entre 2 et 8 mois. Grâce à ça, on a pu négocier une belle partie de la somme. Du prix. Du prix, exactement. Donc, la boutique était encore plus intéressante. Ouais. Et là, on a fait notre travail. Et est-ce que vous avez réussi à négocier une vente longue, du coup, ou vous avez quand même signé rapidement? Non, on a signé rapidement parce que ça fait partie d'un patrimoine, c'est des vieilles familles qui l'ont, ils ont besoin de cet argent. Oui, donc tu as fait vite, tu as été respectueux et bienveillant. Moi, c'est très important de respecter les gens à qui on achète, parce que quand ça se passe mal, des fois, il y a dans la boutique, il y a une mauvaise âme. Et le futur de la boutique, ça peut être compliqué, parce que si tu réfléchis bien, il y a les gens qui vendent, c'est des héritiers ou c'est des vieilles familles qui avaient ça. Nous, on arrive, on est les néo-investisseurs, on n'achète pas de la même façon que nous, on est là pour faire du leverage. C'est ça. Nous, on est là, on est des financiers. C'est ça. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, en parlant de leverage, merci pour cette transition exceptionnelle. Comment tu as fait pour financer cette première boutique? Tu t'en rappelles? Est-ce qu'à l'époque, on te demandait beaucoup d'apports, pas beaucoup d'apports? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était long? Est-ce qu'il y avait déjà des demandes de respect de DSCR, donc de loyer qui couvrent suffisamment? Raconte-nous un peu cette expérience. En fait, je pense que le financement, il est dur pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, elles ont des cases. Malheureusement, on a affaire à des personnes qui ne comprennent pas toujours ce que c'est le commerce. Oui. Alors, surtout en ce moment, avant, c'était un peu moins vrai. Et non, on a 2 partenaires historiques qui sont la BNP et le CIC. Alors maintenant, on a d'autres banques aussi, depuis peu. Et ils nous ont toujours suivis
parce qu'ils avaient confiance en notre connaissance du commerce. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que ton effet de levier est presque quasi systématique parce que déjà, vous avez construit une réputation forte et une relation Alors forte. attention, c'était déjà la famille de mon associé. Bon, il y avait Greg Il y a Greg, voilà, qui joue. Il y a Greg qui joue beaucoup. Et ensuite, il y a la sauce qu'on va vendre à la banque. C'est ça. Quel storytelling tu racontes? Exactement. Tu peux nous en parler? Tu as des mots plus jolis que les miens. J'ai dit Non. sauce, tu as dit storytelling. Oui, moi, c'est mon métier. Ah oui, c'est vrai. Non, l'idée, c'était de leur faire comprendre qu'il fallait séparer la boutique, Ouais. créer un appartement, le rendre de l'habitation, voilà, et en bas, faire une très belle boutique, enlever la pergola, enlever la pompe à fioul, faire habiller les murs et amener un nouveau concept, parce que Vincennes est une ville hyper dynamique. La mairie fait très attention à sa ville, la mairie préempte des murs, la mairie a une foncière. Donc, il faut jouer avec eux, ils ont refait les trottoirs, ils respectent beaucoup leurs commerçants. Ok. Et je trouve que c'est une des villes pour moi, en commerce, les plus importantes. Par exemple, si tu me compares avec Neuilly, qui est pour moi, je trouve que Neuilly en commerce, ils n'ont pas fait le job. On prend la rue de Chartres, c'est compliqué. Ah bah oui. Voilà. Et tu prends Vincennes, tu prends la rue du Midi, l'avenue du Château, la rue de Fontenay, c'est top. Et les commerçants sont contents, ils font encore du chiffre. Et il y a quelques indépendants. Par exemple, dans cette boutique, j'ai une librairie ludique qui s'appelle Ma Petite Épicerie, qui sont deux associés. Ils font des ateliers autour de la table pour les enfants, ils vendent et ils font un super boulot. Voilà. Ça, c'est très sympa. Donc en fait, tu m'as parlé de la banque. Ouais. Quand on leur a montré Vincennes, ils ont tout de suite aimé. Ok. Ils ont tout de suite compris. Mais en termes d'apport, aujourd'hui, moi, j'ai jamais entendu, on met toujours 30%. Ah. On est 20% d'apport, plus tout ce qui est notaire, frais d'avocat. Donc 20% d'apport plus les frais. Plus les frais, c'est 30%. C'est ça. Dans toutes nos opérations. Alors j'avais des copains, je crois que tu connais, ils disaient ouais, moi j'ai mis que 5% d'apport. J'en ai jamais vu des dossiers comme ça. Je ne connais pas. Je suis quand même assez contente, je dois t'avouer, que tu mettes ça en avant, parce que je partage parfaitement ton point. Alors, c'est peut-être possible dans certaines circonstances, dans certaines familles, avec un certain collate, d'avoir peut-être ce type de fonds propres, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ou sinon, il y a une autre façon, mais elle ne me plaît pas, et ce n'est Ouais. pas une logique long terme, mais je pense que pour monter un groupe, tu peux pas. C'est des gens qui vont aller voir des agences de quartier et qui vont chercher un directeur qui peut leur donner une fois un financement. Le problème, c'est que nous, on achète entre 8 et 12 actifs par an. Ouais. Tu es obligé d'avoir une cosmétique sur la façon dont l'acquisition, la façon dont tu finances, parce que tu as les primes, tu as les swaps. Bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Et quand tu es obligé de tout assurer en même temps, surtout quand il y a eu des variations de Euribor, parce que quand j'achète le Euribor, dans les 2018-2019, on devait être négatif. À un moment, on était à un Euribor, on était à 3, enfin, on était à un Euribor assez haut. Là, on doit être à 2,02 hier, je crois, quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà. Mais tout ça, c'est des données qui sont hyper importantes. Ouais, exactement. C'est hyper important à prendre en considération, et ça ne doit pas être que l'apport qui doit être marketé. On ne doit pas mettre le focus là-dessus. Il y a la structuration aussi qui est très importante. Tu te rappelles du coup comment vous avez financé les 20% de fonds propres dans votre C'était un moment où on premier faisait la cas? transaction. Ah voilà, donc vous avez utilisé la transaction. Voilà. Ça, c'est hyper bien. On faisait de la transaction, voilà, et mon associé avait commencé avant moi. Donc Greg, il avait commencé déjà, il avait déjà une foncière sympa. Ça faisait 4-5 ans qu'il faisait ça, il avait déjà une vingtaine d'actifs. Donc il avait cette gymnastique un petit peu de financer, de revendre quelques pièces parfois, parce que on le dit pas toujours, mais il faut revendre quelques pièces pour pouvoir financer les nouvelles. Il y a des dossiers qui arrivent à maturité, il y a des dossiers on sait qui n'iront pas plus loin. Alors on dit toujours qu'on a une logique très patrimoniale, mais après les stratégies elles peuvent changer en cours de route, quoi. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Comment est-ce que tu vis déjà le fait de revendre ces quelques pièces? Est-ce que vous vous dites que c'est de toutes les façons mieux pour vous leverager et c'est un tremplin pour faire encore plus? Parce que dans l'immobilier commercial et d'une manière générale, dans l'immobilier long terme, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui disent qui vend s'appauvrit, et donc ils font toujours en sorte de ne jamais vendre. C'est tellement vrai. Et moi, je vends souvent. Toi, tu vends souvent? Non, c'est pas ça. C'est que jusqu'à il y a 3 ans, jusqu'à la vraie crise, Ouais. revendre, c'était facile. Ouais. On avait des offres, on avait des caisses d'assurance qui collectaient de l'argent, tout ce qui était SCPI. Eux, ils avaient besoin d'acheter et ils faisaient des offres qu'on ne pouvait pas refuser.
Et avec ça, on n'a pas vendu beaucoup. On n'a pas souhaité vendre. Ah, vous avez quand même été conservateur. On a toujours dit qu'on ne vendrait jamais. Ouais, voilà. Ce qui s'est passé, quand les SCPI ont un peu disparu du marché, ils ont dit, bon là, on ne peut plus acheter. Nous, les dossiers, on nous demandait 40% d'apport, 45% d'apport. On a commencé à nous donner beaucoup d'apports. Et nous, on a une logique très prime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le Marais, je pense qu'on fait partie, sans prétention, du top 4, top 3 des gens qui achètent des boutiques dans le Marais. Ok. Les Batignolles, Vincennes. Donc, c'est des dossiers qui sont très énergivores en cash. Ouais. Et aussi, c'est de la détention longue parce qu'on achète avec des loyers qui sont très sous-cotés, mais il faut attendre 3 ans, 4 ans, sortir les locataires. Et ça, c'est un coût de portage. Il faut porter pendant 4 ans. Exactement, il faut porter, et avec une issue qui n'est pas sûre et qui est souvent pas favorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une justice qui est très pro-locataire et c'est super. Je trouve ça très bien. Oui, d'ailleurs, ça fait partie de ton ADN, ça, d'être très pro-locataire. Moi, mon locataire m'appelle, il ne peut pas payer son loyer, on discute. Quand il y a un échafaudage, une bêtise, je sais diminuer le loyer parce qu'on sait qu'on doit le faire. Pendant le Covid, on n'a pas fait de communication par rapport à beaucoup d'autres de nos concurrents, mais on a offert les loyers à tous nos locataires. Du moment où la banque nous a trouvé une solution, nous, on a trouvé une solution pour nos locataires. Donc, on est quand même assez pro-locataire. Et j'ai cette chance aussi, nous, les loyers purs, on est obligé d'en avoir, mais tous mes loyers sont sous ou sur-cotés à 10%. C'est-à-dire que moi, quand un locataire part, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je retrouverai le même loyer ou à quelque chose près avec 2 indexations. En général, on devrait arriver à le loyer qui rembourse mon financement. Ok. Et justement, en parlant de financement, on disait tout à l'heure, donc soit tu vends parce que tu dois changer d'échelle, faire d'autres acquisitions, ne pas rater d'opportunités, etc. Et puis en plus, les banques qui sont énergivores, qui sont très gourmandes en fonds propres, etc. Donc soit ça. Soit, est-ce que tu as déjà mis en place des politiques, des stratégies de refinancement? Oui. Donc où tu constitues en fait ton portefeuille de boutique qui a une valo X et tu vas refinancer ce portefeuille pour te générer du cash out et réinvestir. Alors, ça, c'est des stratégies qu'on fait beaucoup dans le Marais. Ouais. Parce qu'on ne veut pas vendre ces actifs-là. C'est Voilà. des actifs dont on est amoureux. Pour nous, c'est des trophy assets dans notre niveau. Et par exemple, je vais te donner un exemple. On avait un galeriste, on a fait une éviction. On a reloué à un loyer beaucoup supérieur. On a généré un peu de cash et on garde l'actif. C'est des actifs qu'on ne veut pas vendre parce qu'on sait que le Marais, aujourd'hui, restera le quartier, l'un des seuls quartiers à Paris, hormis Prime, bien sûr. Hormis, on ne va pas parler de Saint-Honoré, on va parler des Champs-Élysées. Oui, bien sûr. Mais dans ma division, le Marais, ça se garde. Et c'est important de l'avoir. Et ça, vendre, c'est compliqué. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu trouves que les banques ont été assez sympas avec vous sur le refinancement? Je ne peux pas les insulter, je vais avoir des problèmes. Non. Non, mais on a le droit de dire que c'est long, on a le droit de dire que c'est rapide, on a le droit de dire que c'était très contraignant, on a le droit de dire que c'était fluide. Comment est-ce que... parce que moi, je trouve que le refinancement, c'est vraiment un outil qui, selon moi, n'est pas encore beaucoup utilisé et il devrait l'être. C'est un outil extraordinaire pour enlever le plafond de verre. Je vais te contredire. Je vais te contredire. Parce que le refinancement, si les valeurs sont bonnes, et les valeurs d'experts sont bonnes sur les actifs, tu as raison, c'est super. On ne parle que dans le cas où les valeurs sont bonnes. Alors là, oui, il faut faire que ça. Bien sûr. Parce que j'ai vu des refinancements sur des valeurs d'experts sur certains actifs, ça fait peur. Ouais. Parce que dès qu'il y a une petite correction du marché, comme en ce moment, exactement, où tu as tes loyers, pour moi, qui sont 30% trop chers à cause des indexations, où les gens sont rentrés en loyer pur déjà avec 20% de trop, on arrive à des loyers qui sont 40% au-dessus de la réalité, des chiffres d'affaires qui sont en berne, des taxations, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, si je refinance, que je dégage une somme sur un refinancement, mais que mon actif ne vaut pas ce prix-là, à un moment, on va avoir un problème. C'est là où je ne suis pas d'accord sur le refinancement. Maintenant, ça fait 2 ans que les banques, elles n'ont plus le droit de prêter, enfin la plupart. Elles essayent de renouveler leurs clients, elles veulent d'autres dossiers, elles veulent des gens qui ont vendu leurs actifs, elles veulent des gens comme ça. Nous, on commençait dans certaines banques même à dire « attention, nous, l'immobilier, on arrête ». Donc ces banques-là font beaucoup de refinancement parce qu'elles ne peuvent faire que ça. C'est ça. Et là, dans le cas où toutes les refs sont au vert, là, en l'occurrence, les banques étaient plutôt rapides dans leur exécution. Elles sont très rapides. Elles étaient, parce qu'en fait, tes partenaires. La règle, elle est assez simple. Sur ta valeur d'expertise, ils arrivent à te refinancer 60% moins tes dettes.
D'accord, oui, tout à fait. Voilà. Donc, 60%, c'est pas mal. c'est beaucoup. C'est Je trouve ça très bien. très bonne LTV. Un très bon LTV. Et toujours en faisant en sorte que donc ta DSCR soit au moins à 120% ou 110%, Indice, c'est-à-dire en général, DSR, on parle d'indice. voilà, donc ça veut dire qu'on va faire en sorte que la couverture du loyer soit supérieure évidemment au service de la dette et on va aller chercher, alors pas que ça s'autofinance, mais qu'il y ait quand même une marge un peu confortable Exactement. entre le loyer et la dette. Et là, elle vous demande pourquoi est-ce que vous devez dans quoi est-ce que vous allez réinvestir, dans quoi est-ce que Non, elles font pas le travail parce qu'aujourd'hui, c'est des services bien précis, font ton refinancement et la suite, c'est finalement, elles savent qu'on va acheter d'autres dossiers. et elle vous demande pas de garder en collatéral dans la banque. Non. Elle demande pas. Mais j'ai fait un financement récemment où l'apport, c'était du collatéral placé à terme. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Tu recommandes ça si Ouais, tu dois. alors, je recommande parce qu'il y a une forme de jeu. Bah, on a placé de l'argent sur des valeurs, un peu sur de l'or, un peu sur d'autres choses qu'on n'avait pas l'habitude. Donc là, on s'intéresse à sur quoi notre apport, finalement, tout d'un coup, il devient vivant. Avant, il était plus ou moins mort. Là, il est vivant. Moi, j'aime bien cette façon de faire. Ouais. Alors, je voulais te demander, pourquoi est-ce que tu es resté dans les locaux commerciaux? Alors, on a compris que tu as commencé là-dedans, c'est un petit peu ton héritage de ton ancienne vie dans le prêt-à-porter. Est-ce que les locaux commerciaux, ça a toujours été pour toi un peu une évidence et la classe d'actifs qu'il fallait travailler? Est-ce que tu t'es quand même posé la question du résidentiel, de faire de l'immeuble, de faire Dans ma dernière vie de l'hôtellerie? de textile, je gérais jusqu'à 45 boutiques. Et finalement, à un moment, je me suis mis à gérer des bailleurs. Donc en fait, passer dans les locaux commerciaux, c'était la transition hyper logique, même si elle ne m'a pas paru tout de suite la solution. Donc gérer des baux, je trouve ça bien parce que tu parles avec ton locataire, tu l'enfermes dans une destination, ça c'est un peu notre force, et tu regardes un peu ses activités. Faire du résidentiel, déjà en termes de rendement, on va parler de 3%, 2,5%. Et encore, ouais, voilà. Et encore, je suis sympa. Et le particulier, c'est compliqué. Mon ampoule ne marche pas, changez-moi. Je pense que ça, c'est un vrai travail, c'est un travail de gestionnaire. C'est pour ça que quand nous, on achète des immeubles, on a quelques immeubles qu'on a achetés, on les donne à des gestionnaires parce que c'est un travail méticuleux, fastidieux. Le commerce, c'est aussi... Alors que le commerce, c'est toi qui gères. C'est moi qui gère. Nous, on gère tout en interne. On a cette chance avec Greg, on est hyper complémentaires. Moi, je gère tout. Moi, je suis monsieur fuite d'eau, on m'appelle. Monsieur problème, je suis monsieur technique. Voilà, et lui, ça sera monsieur administratif, ça sera monsieur stratégie, beaucoup. Voilà. Mais en fait, la gestion des commerces, elle est un peu plus sympa parce qu'elle est plus vivante et tu es en B2B. Donc, tu parles avec des professionnels, ils comprennent. On a chacun nos échéances et chacun doit défendre un petit peu son beefsteak. Exactement. Mais quand tu es dans du résidentiel, tu as oui, faut me changer ça, oui, là j'ai une fuite. Ouais, on connaît. Nous-mêmes, d'ailleurs, on est comme ça. Voilà. Mais... Et vu les prix des loyers, c'est normal. Exactement. Moi, dans mes bureaux, je suis locataire. Mon bailleur, c'est Crédit Agricole. Je suis évidemment comme ça avec le Crédit Agricole. Voilà. Et ça, c'est très dur. Voilà. Et j'aime pas quand on est comme ça avec Mais moi. à un moment, on avait commencé à faire de l'éphémère. On avait des boutiques où il y avait des stratégies très long terme, où on attendait des autorisations. Donc on s'est dit, tiens, on va le louer. Il y avait des applications. Et on avait installé une fois, je me rappelle, une marque de prêt-à-porter hyper sympa. Elle m'a appelé toutes les 5 minutes. Oui, la vitrine, il y a ça, oui. Alors moi, j'étais en train de gérer mes dossiers de financement. J'étais en train de gérer mes acquisitions, qui ne se passent pas toujours bien, hein, où des fois il y a des problèmes, le vendeur ne veut plus vendre, ou finalement on l'a payé cher parce qu'il y a des mauvaises surprises aussi. Tu veux nous parler d'une mauvaise surprise ou d'un dossier qui était moins sympa, qui t'a un peu marqué sur ces X dernières années? Oui, tout à fait. On a acheté un dossier... Oui, tout à fait. on a acheté un dossier qui était en face du Marais, très bien placé. On l'a payé cher, on y croyait. On a installé une marque à un loyer pur qui était un loyer de marché. L'enseigne n'a jamais marché. Elle a voulu partir. Elle s'est mise en redressement judiciaire. Donc finalement, on a pu récupérer la boutique. On a installé une enseigne de vélo qui n'a pas tenu. Mon Dieu, la poisse. Et c'est un dossier qu'on a payé presque 1,8 million. Ouais. Et on l'a revendu cette année, 5 ans plus tard, 1,1 million. Ah là là. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile. Non.
Mais c'est bien de le dire parce que les gens, mine de rien, ne se rendent pas compte en fait aussi de l'arrière-décor. Mais c'est pour ça aussi que je voulais être à tes côtés aujourd'hui, c'est parce que moi je regarde beaucoup de podcasts. Ouais, Les gens parlent que des victoires. exactement. Ils savent pas que la nuit on dort pas. Ils savent pas que des fois c'est pas facile. Ils savent pas des fois on doit jongler pour couvrir les échéances. Ouais. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup de locataires qui payent pas le loyer, qui Ouais. ont du mal. Ouais. Donc eux, il faut les accompagner. Ouais. Ça décale. Donc tout n'est pas si facile. Et la revanche qu'on a aujourd'hui, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on tient, je pleure pas, attention. Oui, oui, bien sûr, mais Mais on s'est retrouvé avec des concurrents sur notre marché. Des fois, c'était des dentistes, des fois, c'était des médecins, des fois, c'était des petits entrepreneurs. qui s'improvisait. C'est pas péjoratif, Non, non. mais qui s'improvisaient investisseurs. C'est ça. Et des dossiers que moi, j'achetais pas à 5, ils le payaient 8. Et j'ai un dossier que j'ai dit non à 750 000 euros, j'ai trouvé trop cher. J'ai un dentiste qui l'a acheté à 1,1 million. Bon. Il m'a dit, mais je vais le vendre, je vais le louer. C'est toujours vide, c'est compliqué. J'ai eu cette personne au téléphone parce que je veux comprendre. Il m'a dit, non, mais pourquoi? Mais c'était des gens comme ils étaient bankable à la banque, ils ont un bon dossier. Et donc, ils ont été financés facilement. À 90% des fois. Exactement, c'est vrai, ça, les professions libérales, on le dit toujours, c'est incroyable. La quantité de financement qu'une prof libre peut avoir, c'est du jamais vu. En fait, ils leur font le tapis rouge. Bien sûr, mais c'est une classe, c'est une population qui est très demandée. Ils ne savent pas gérer. Donc, il n'a pas su gérer son dossier, il n'a pas su gérer la commercialité, il n'a pas su gérer le devenir de son dossier. Donc là, il est loué à un loyer un peu dérisoire, il fait du 4% ou du 3%. Et il y a beaucoup de gens dans cette posture. Finalement, ils ont compris que c'était un métier. C'est-à-dire que nous, en achetant 10 actifs par an, on souffre. Donc, comment on peut arriver sur un marché où on n'est pas professionnel, où l'argent est plus ou moins gratuit? Tout d'un coup, eux, ils ont acheté l'argent, il valait 1. Aujourd'hui, il en vaut presque 3,5. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, tous mes prêts, on est à 4,5. On est à 4, 4,5, bien On sûr. est à 5. Donc, quand on me disait, mais achète à 5%, c'est super. Moi, je disais non, si j'arrive pas à être à 7,5 sous 3 à 5 ans, je peux pas acheter un dossier. J'ai pas les moyens. Ça, c'est hyper important comme indicateur. Est-ce que tu veux bien répéter? Je trouve que c'est très vrai. Pendant allez, il y a 3 ans, on te disait, achète à 5%, c'est super. C'est 20 ans de loyer, c'est une super rentabilité. Donc 5% pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas les refs, j'achète 1 million d'euros et j'ai 50 000 euros de loyer annuel. Tout à fait. Sauf qu'ils oubliaient que le foncier, ça augmente. Donc tout ce qui est, tous les impôts fonciers autour, les charges de copro, même s'ils sont refacturés au locataire à un moment, ça fait monter son loyer. Donc finalement, tu lui piques un peu sur son exploitation. Donc tu entaches un peu ton rendement. Les problèmes quand il ne paye pas, les problèmes, tu as un avocat, tu peux lui envoyer un huissier. Tous ces faux frais là, ça te pique c'est des frais. 1,5 point. Ça pique 1,5 point. Donc ton 5, tu n'es pas à 5, tu es à 3,5. Et si tu comptes ton financement et tu comptes ton apport, attention, tout ce que je dis là, c'est vraiment mon assos qui me l'a appris et il me tape dessus tous les jours pour ça. Et franchement, je crois que maintenant, je commence à comprendre. Et si tu n'es pas à 7,5 sur tes dossiers, tu n'es pas flat. C'est ça. Donc aujourd'hui, quand tu as un dossier qui te coûte 1 million, il faut 75 000. 75 000. Alors, il y a certains dossiers où tu peux être en dessous parce que c'est un jeu de vase communicant et tu as de la chance ou tu as des dossiers où tu vas être un peu plus à l'aise. Mais... Parce que tu as la force du groupe. Exactement. Et donc, ça se compense. Tout à fait. Mais pour ceux qui n'ont pas encore constitué un groupe ou une foncière avec autant de lignes, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, eh bien, ce que tu dis, c'est très vrai, parce que du coup, ça va peut-être éviter à certains néo-investisseurs, moi j'aime bien les néo, il faut bien qu'il y ait des nouveaux qui arrivent aussi sur le marché, et les néos, ils doivent être accompagnés, doivent se professionnaliser dans cet immobilier, notamment en ayant des indicateurs comme ce que tu es en train de dire maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais tu as 60 000 et que ça te coûte 75, ça coûte 15 000 euros par an. Alors même si c'est des gens qui gagnent leur vie ou qui ont un peu d'argent, c'est des gens qui achètent à peu près 2 dossiers par an. Eux, ils se disent, j'achète 2 dossiers pour ma retraite. Ils ont tous à peu près le même fonctionnement. Mais si tu as 2 dossiers qui te coûtent 15 000 euros par an, ça devient une vraie charge. Plus tout le temps. Parce que c'est du temps, les gens ne quantifient pas leur temps, les gens ne savent pas que le temps d'appeler le locataire, d'appeler l'avocat, d'envoyer... C'est long. C'est tellement du temps que toi, ça te prend toutes tes journées, toute ta semaine. Tu pourras interviewer ma femme. Des fois, je retourne au bureau de 23h à 2-3h du matin. Ah ouais. Des fois, elle pensait, elle me dit, mais t'es sortie hier? Non, parce que c'est tellement méticuleux. Si tu veux bien gérer tes dossiers. En fait, je pense que pour monter un groupe,
il faut gérer ses dossiers au mieux. Mais c'est gérer, ça veut dire que si on t'appelle pour une fuite d'eau, tu dois la gérer. Si on t'appelle pour un problème électrique, tu dois le gérer. Il faut gérer tous ces petits problèmes. En fait, il faut être quasi institutionnel. Bien sûr, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de gérer ça vous-même et de ne pas déléguer cette gestion? Alors bien sûr, tu vas me dire pour économiser les frais de gestion, c'est évident. Alors moi, je me suis pris la tête plusieurs fois avec mon associé en disant mais c'est quoi, on économise 5%, moi c'est 5%, je vais faire du commercial, je rends d'autres dossiers, mon temps il est peut-être mieux alloué. Et il m'a dit non, quand tu connais tes actifs, tu les tiens sur le long terme, tu sais à un moment si tu dois les vendre et tu connais tes locataires. Et moi, ce qui est très marrant, c'est que tout mon business, je le fais avec mes locataires, les syndics. Pourquoi? Je vais à toutes les AG de copro. Bonjour, je donne ma carte. Si vous avez quelque chose, pensez à moi. Mes locataires, je les aide. Donc quand ils en tiennent, j'ai un ami qui vend. Et en fait, tout ce petit monde-là, si on réfléchit bien sur un actif, de l'acquisition à la gestion, il y a peut-être une trentaine d'intervenants. De l'avocat au juriste, au notaire, à l'exploitant, à ces entreprises de travaux. Et tous ces gens-là font que ça te fait un vivier d'informations et tu as les informations du terrain. Parce qu'on a un métier, on a une chance. On peut monter les millions. Quand ça va dans le bon sens, les millions, ils arrivent finalement parce qu'on croit que c'est beaucoup. Et on achète 1, 2, 3, 4, 5 dossiers et on se met à gérer entre… Avec 20% de fonds propres en plus, donc c'est bien. C'est la chance. Et c'est là la différence quand on va dans d'autres pays investir comme Dubaï, on en parlera tout à l'heure. On va en parler exactement. Voilà. Qui nous rejoint. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là font qu'ils te créent du business. Et là, tu te crées un monde. Et là, tu es quelqu'un d'intéressant parce que tu connais les informations. Et quand tu as un locataire qui vient se présenter qui te dit « Je veux ouvrir une enseigne de poulet, je vais faire 5 000 € par jour, parce que ça m'est arrivé. » Je te raconte cette histoire. Ah, raconte, ouais. Elle était très marrante. En fait, on avait un local en périphérie. Et c'était un moment où cette zone-là, elle allait un peu mal. Elle n'était pas au meilleur moment. Et bon, il y a un locataire qui vient, qui veut louer. On lui dit « OK, parce qu'on n'a pas d'autres locataires. » On arrive chez le notaire, parce que nous, on signe que des beaux notariés. Parce que c'est pas exécutoire. Mais bon, tu le sauras après. Ouais. Et donc, je vois le mec arriver. Pour moi, je dis, celui-là, il peut pas tenir. C'est pas possible, il y a un problème. Et je lui dis, bon alors, je vais aller au bout des choses. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, je vends du poulet. Super, c'est bien. Tu vas faire combien de chiffres? Je dis 5 000 – 6 000 par jour. Je dis, bon, c'est bien. Alors moi, je compte, je dis 5 – 6 000. Si elle est belle, ça fait 2 millions d'euros de poulet, je vais me mettre dans le poulet. Je vais me lancer dans le poulet, je me suis peut-être trompé de… Et j'ai pas signé. J'ai pas voulu lui donner ma boutique et j'ai eu de la chance parce qu'après j'ai signé avec un autre concept qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il est devenu le 5 000 € par jour? On sait ou pas? De quoi Oui, je veux pas il savoir. A vraiment fait. Je veux pas savoir s'il a vendu du poulet ou… Non, je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai pas l'impression qu'il avait vraiment l'intention de vendre du poulet. Il n'était pas là pour vendre du poulet. C'est ça, voilà. Non. Mais et derrière, j'ai eu 2 frères qui ont une trentaine de restaurants. Ouais. Qui ont un concept, c'était un peu le concept Nousret, je ne sais pas si tu te rappelles, ouais, très bien, Ils sont arrivés, ils m'ont fait des travaux extraordinaires, la mairie, elle est tombée amoureuse, et ils ont dynamisé la zone, et la zone, elle est remontée. Ah voilà, ce que tu disais tout à l'heure. Et grâce à lui, il a fait des travaux, mais extraordinaires, vraiment, et il a un concept de viande folle, mais c'est des vrais professionnels. Ils sont du matin au soir dans leurs affaires. Ses 2 frères, c'est Erail, et il s'appelle Maison Un Amour. Et vraiment, et ce qui était très marrant, j'ai été faire une émission avec Guillaume Play. Ouais. Légende, qui est canon, qui est très très belle. Qui est super. On a été faire un karting avec plein d'influenceurs. Ok. Voilà. Grâce à Erol Teboultia, c'est marrant, voilà. Et on ne savait pas où aller manger. On était à Argenteuil. J'ai dit, attendez, je crois que je connais. En fait, j'étais propriétaire de la zone à côté. Je ne savais pas. Je savais que ça s'appelait Cormeilles en Parisis. Et on a été chez Maison Un Amour. Écoute-moi, on n'avait jamais passé une soirée comme ça. Mais ils m'ont dit, mais d'où c'est possible? Et c'est pour ça que je te dis que le choix du locataire, il est hyper important. Et c'est vrai que tout à l'heure, en préparant, ce qu'on allait se dire, tu vois, j'ai pas pensé à tout ça, là, ça vient. Oui, et c'est hyper intéressant. Parce que j'ai rencontré les 2 frères et on leur a fait confiance. Et je peux te dire qu'on n'a pas regretté et que c'était des super locataires. Et quand il y avait des indexations, ils nous appelaient. Je ne paierai pas l'indexation. On lui disait, mais comment? Tous mes locataires paient l'indexation. Il m'a dit, si tu me mets 10% de plus, moi, mon exploitation, je ne peux plus la faire. Et on l'écoutait et on ne lui faisait pas payer ce genre de choses. Très intéressant. Voilà où l'écoute avec les locataires, elle peut être hyper importante. Et moi, je vois aussi un autre levier quand tu choisis bien ton locataire, c'est toujours le levier bancaire. J'avoue que je reviens toujours un peu à ça. Mais est-ce que c'est vrai aussi, tu as remarqué avec ton expérience, que la banque, elle est beaucoup plus favorable à bien te dessiner ton crédit quand l'exploitant est une signature de qualité? Oui, mais alors,
il y a une limite à ça. Mhm. C'est que quand tu montes ton financement, tu ne sais pas vraiment qui va venir dans ton local. Au moment où tu le montes, rarement tu le sais. Pourtant, Ou de temps en temps quand même un peu. il t'oblige à leur vendre une À vendre histoire. un bail. À vendre une histoire, un C'est bail. ça. Donc, Ou un t'es projet là. de bail. Donc, nous, ce qu'on a dû faire souvent, c'est commercialiser un petit peu pendant la promesse. C'est pas des choses qu'on aime bien, mais pour dire à la banque, regardez, il y a eux qui vont venir. Donc, quand tu as des signatures de qualité, ils te disent c'est bien. Mais aujourd'hui, ils ont des logiciels. La plupart des entreprises françaises, elles vont mal. Parce qu'elles ont un système d'holding, un système de frais, un système de charges. Donc, souvent, on présentait à un moment des locataires, et ça, c'est depuis 2-3 ans que ça arrive, ils te disent ah non, non, ce locataire, on n'en veut pas. Pourtant, c'est un locataire qui va payer son loyer, mais Parce qu'il a une mauvaise notation. il a une mauvaise notation. Mais beaucoup de monde ont une mauvaise notation. Absolument, absolument. Est-ce que tu arrives à voir, toi, dans la vraie vie, pas avec les notations, mais dans la vraie vie, celle de ton quotidien, quels sont les secteurs d'activité qui fonctionnent bien aujourd'hui? Alors moi, je réfléchis à l'envers, Alors, mais je suis un peu tordu. Le bon commerçant aujourd'hui, c'est celui qui a 4 canaux de distribution différents. Ok. Ça veut dire, la première chose, il est sur le net. La deuxième, il est actif sur Instagram, enfin tous ces réseaux, moi je suis vieux, mais tous ces nouveaux réseaux où il est beaucoup dans l'image, avec des influenceurs. La troisième chose, ses équipes de vente. Je vois comment il choisit les gens qui l'entourent. Moi, je fais partie des gens qui je pense qu'il faut s'entourer de gens beaucoup plus intelligents que soi. Parce que c'est eux qui te font avancer. Et ça ne sert à rien d'avoir des gens sur qui tu peux taper. Je pense qu'il faut être avec des gens qui te disent non, non, t'as tort. Il faudrait que tu ailles dans l'autre sens. Parce que ces gens-là, il faut les écouter. Et la quatrième chose, c'est est-ce qu'il connaît ses affaires? Est-ce qu'il connaît son activité? Ou est-ce qu'il est sur son trône à se dire tiens, moi j'ai une belle affaire, elle fait tant. S'il y a les 4, on va dire, s'il y a ça, ça fonctionne bien. ça fonctionne. Tu as un exemple d'une activité, alors peut-être pas forcément d'une marque, mais un secteur d'activité que tu as dans tes boutiques où tu dors tranquille la nuit, même si on sait qu'on ne dort pas toujours tranquille la nuit. Mais... Non, ça va être de la cosmétique. La cosmétique, c'est très bien en ce moment. D'accord. J'ai une enseigne de lit à Lyon qui est très bien. Une enseigne de lit. Ah oui, de lit. Literie, qui s'appelle Kipli. Literie, c'est bien. Ouais, je crois qu'il a 3 ou 4 points de vente. Il n'en a pas partout. Il ne s'expose pas. Il est sur Internet. Je sais que c'est pas tous les jours facile. On a des discussions, il m'explique son exploitation. Mais eux, je sais qu'aujourd'hui, la literie, tout ce qui est ameublement. Voilà. Okay. Et après, textile, c'est très disparate. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, il y a des marques plus fortes que d'autres. Ouais. Peut-être le textile qui est plus sur les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est un peu possible, ça, avec les... Alors, moi, je m'y connais un peu mal là-dessus, mais... Non, tu vois, c'est ça, cosmétique, ameublement. Restauration. La restauration, elle est en train de prendre un coup, là. Ouais. Les loyers sont trop chers pour eux. Leur taux d'effort, je ne sais pas si tu as déjà expliqué ce que c'est le taux d'effort. Non, mais vas-y. En fait, c'est le loyer versus leur chiffre d'affaires. Pour être bon, il faut qu'ils soient à 7,5%. Voilà, ils montent à 10. Ils montent à 10, mais aujourd'hui, ils sont plutôt à 16-18. Ouais. Donc, ils commencent à être étouffés. Mais comme ils veulent ces emplacements parce qu'il faut être là... Ils sont étouffés parce que le chiffre d'affaires baisse. Hein. Le chiffre d'affaires baisse. Les taxations aussi, qui sont difficiles. Non, la restauration, c'est bien, mais quand ça marche. Et il faut faire beaucoup de chiffres pour que ça marche. Est-ce que, justement, on parle de taxation, on parle de chiffre d'affaires, on parle de dureté, tu as exploré d'autres pistes? Bon, évidemment, je sais que oui, parce qu'on a ça en commun. Et qu'est-ce qui t'a fait explorer ces autres horizons, quand j'ai commencé l'immobilier, il y a un de mes rêves qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé dans le football. Ok. Voilà, j'ai voulu être agent de joueur, ça s'est très mal passé, j'ai tout merdé. Mais j'ai eu la chance de côtoyer des équipes et de faire tous les stades d'Europe et de voyager et de voir tous les stades. Et quand j'étais dans tout ce qui était foot, j'ai commencé à aller à Dubaï parce que les joueurs de foot allaient à Dubaï. Donc on était en 2018, c'était encore une région un peu touchy, il n'y avait pas d'accord. C'était sympa. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une énergie. J'ai dit non, il y a un problème. Mon cœur s'est mis à battre. Voilà. Donc j'ai découvert Dubaï et j'ai dit je veux vivre ici, je veux m'installer là. Bon, on est en 2026, je suis toujours pas là-bas. Presque. Mais j'avais la malchance que mes affaires marchaient très bien. Et c'est très dur d'être schizophrène, de vivre sur 2 pays, 2 fuseaux. Et c'est pas bien de quitter un endroit où ça se passe bien. Non, j'avais la chance. Pour moi, ça marchait. Donc voilà, Dubaï, j'ai commencé à y aller 2 fois, 3 fois par an.
J'ai vu les gens arriver, j'ai vu qui commençait à migrer à Dubaï. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Alors, j'ai mal compris parce que j'avais rien acheté jusqu'à il y a quelques temps. Et en 2022, j'ai décidé d'aller vivre à Dubaï. J'ai toujours pas vécu à Dubaï. On a inscrit les enfants à l'école, mais j'ai du mal à quitter mon associé, que j'aime par-dessus tout. Lui, ça va pas l'intéresser, Greg? Non, parce que Dubaï a eu cette mauvaise image de dire c'est que les influenceurs, que les gens mauvais, plein de stéréotypes. Pas les bons, pas ceux qu'on a envie de voir en tout cas. Mais qu'on peut retrouver ici, tous ces stéréotypes, on peut les retrouver à 500 mètres d'ici, à Paris ou dans n'importe quelle ville. Alors, donc, tu as quand même envisagé, malgré le fait que Greg ne te suive pas, que Dubaï était quand même une belle opportunité? Exactement. Mais en fait, je l'ai pris du mauvais sens. Ça veut dire que j'ai été focus promotion. J'ai été focus sur ce qu'ils appellent ça off-plan. Donc, tous ces appartements que tu vois, parce qu'ils en construisent tout le temps. Donc, dans le neuf? Dans le neuf, exactement. Et j'essayais de rentrer dans ce marché-là. Mais en fait, j'essayais à moitié. C'est-à-dire que j'étais tellement pris ici. Et c'est un métier que tu ne peux pas faire à moitié. Là-bas, il faut être tout le temps sur place. Il faut voir du monde. Ça commence à 9h, enfin à 8h, ça s'arrête à 19h, ça reprend au restaurant à 21h, et les gens sont tout le temps dehors. Enfin, tu le sais, maintenant tu connais bien. Et il y a maintenant il y a presque 9 mois, j'ai décidé de partir sur un créneau qui sont des opérations de marchand de biens sur des maisons déjà existantes. Pourquoi? Parce que l'immigration nouvelle à Dubaï, je vais prendre les Anglais comme exemple, c'est 17 000 personnes par mois qui arrivent, 1500 visas à jour. C'est des gens qui veulent vivre en maison, qui ne veulent pas être dans Downtown, à City Walk, qui nous ressemblent, qui sont des quartiers qui vont nous ressembler. Et il y a un groupe français très fort qui a fait des très belles paires, fait d'autres personnes qui sont partis sur des opérations rachat-revente. Donc depuis peu, j'ai créé un petit club deal entre potes qu'on a appelé Vulcain, qui vient d'arriver. C'est mon petit bébé, c'est mon nouveau bébé. C'est ton nouveau bébé, c'est ton nouveau projet. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est rencontrés. Et Greg est dans le projet. Ah bah voilà. Non, il a dit je te suis. J'ai cette chance. Les gens me disent je te fais confiance. Ouais. Voilà, donc je fais mes allers-retours. J'ai pas encore. On a fait une opération pour le moment qui s'est bien passée. C'est des opérations où il y a 20-25% de marge nette. Donc c'est là où c'est intéressant. Et là, tu acceptes de faire du résidentiel? Là, j'accepte de faire du résidentiel parce qu'il répond à une demande. Il répond à des gens qui ont vécu comme nous dans des appartements, pas toujours très grands, et tout d'un coup, ils arrivent dans un pays où il fait beau. C'est un peu le rêve américain des années 90. Bien sûr. Ça ressemble un peu quand on regardait Beverly Hills avec les yeux comme ça, on disait « Waouh, la maison ». Donc, on peut vivre dans une maison qui est le prix d'un appartement bien placé, parisien ou londonien avec une piscine, où tu vois tes enfants dans le jardin, tout le monde a la même maison, avec des grandes voitures parce que c'est des grands espaces. Et ça, pour une somme qui ressemblerait à une vie parisienne. Et c'est là où ça me donne vraiment envie d'y être. Et surtout, c'est facile parce qu'il n'y a pas le côté gestion, allô l'ampoule, allô la fuite d'eau, parce que c'est de l'achat-revente. Donc, dès lors que tu as exécuté les travaux et revendu, on ne t'empêche pas de dormir la nuit. Alors, la phase travaux, elle est très dure. Parce que déjà, tu travailles avec des gens qui ne parlent pas dans ta langue. Donc moi, il a fallu que j'internalise un peu cette solution, que j'associe la personne qui fait les travaux pour qu'elle ait un peu cette double envie de dire je fais des beaux travaux, je suis associé dans l'opération et je gère. En plus, Dubaï est hyper réglementé, il faut des visas pour tout le monde, tu ne peux pas travailler comme tu as envie, il y a des règles et c'est super. Il y a vraiment des règles et c'est cool. Maintenant, cette maison, elle répond vraiment à des gens qui ont un besoin. Et c'est là où on sait qu'on a une sortie. C'est ça. Voilà. Et la sortie, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre métier. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est des opérations où il faut y aller en fonds propres. C'est ce que j'allais te demander. Comment ça marche l'effet de levier à Dubaï? Enfin bon, encore une fois, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai les réponses, mais si tu peux en parler comme ça pour les personnes qui nous écoutent. Alors, on a été très mal habitués. Nous, ici, on vit que de levier, que de crédit. Voilà. Merci de le dire. Non, mais c'est vrai, on a été mal habitués, c'est facile. Finalement, c'est facile. La France, c'est le pays le plus facile. C'est un pays extraordinaire. En vrai. C'est le plus beau pays du monde. On pourra dire ce qu'on veut, on a la plus belle avenue du monde, on a les plus beaux immeubles haussmanniens, on a de la culture, on a des restaurants, on a des gens qui sont beaux. Voilà, alors un peu moins qu'en Italie, mais on a du style. Enfin, peut-être pas moi, mais quand on est dans la rue, les gens on a une culture. Voilà, et encore la France dans le terroir, c'est encore plus beau. On arrive à Dubaï, c'est un nouveau monde.
Donc, déjà, il n'y a pas de crédit puisque c'est une loi islamique. Donc, en fait, ils ont des crédits un peu détournés, mais que nous, on pourrait avoir dans 3 ans. Ils ne sont pas friands des opérations de marchand de biens. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un pays qui se construit sur de l'argent réel, parce que Dubaï n'a pas d'argent. Les gens pensent qu'ils sont riches, non, ils n'ont pas d'argent. Ils ont un port qui s'appelle Jebel Ali, qui sont leurs revenus, mais le gaz, il est à Abu Dhabi. Voilà. Donc, quand on comprend ça, on comprend pourquoi c'est une ville d'entrepreneurs. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, j'écoutais hier, il n'y a pas que des gens de grandes écoles. C'est-à-dire qu'ici, on a les grandes écoles, on a des gens qui sont capitaines d'industrie, et c'est merveilleux. Là-bas, c'est que des entrepreneurs. Et moi, par exemple, j'ai un parcours scolaire très atypique. J'ai fait un BEP vente action marchande. Et quand je suis passé en BTS, enfin au bac, quand je suis arrivé au bac, j'ai été embauché par mon patron à un super salaire. Et j'ai dit, je ne vais pas passer mon bac. Il s'est passé quelque chose de fou. J'ai fait un très gros deal avec une caisse d'assurance il y a 4 ans. Et autour de table, chacun disait, qu'est-ce que tu as fait comme école? J'ai fait telle école, j'ai fait telle école, telle école. Arrivé à moi, j'ai un peu bégayé en disant, moi je suis autodidacte. Moi, il y a 9 ans, j'étais sur les marchés. Oui, j'ai aussi fait les marchés, mais on en parlera plus tard. J'ai aussi vendu des portes blindées, des fenêtres, bon, bref. Mais c'est bien, Voilà. autodidacte. Et quand c'est arrivé à mon tour, j'ai bégayé. Je suis rentré au bureau, j'ai dit à mon associé, je veux un diplôme. Il m'a dit, mais attends, je veux un diplôme, je ne peux plus, c'est pas possible. Donc à 37 ans, je suis retourné à l'école, je suis retourné à l'ESPI. J'ai fait, on appelle ça une VAE, donc une validation par les acquis, et je suis parti 1 an à l'école. Bon, seul, hein, j'ai pris un coach parce que c'était les cours au seul. Au début, c'était marrant. Et au début, en fait, c'était très dur. Donc pendant que je faisais les devoirs à mes enfants, Tu faisais toi-même tes devoirs. Je faisais moi-même mes devoirs. Je suis arrivé dans les premiers sur 400 élèves, donc j'étais très fier. Bravo. Voilà. Mais aujourd'hui j'ai un master, mais j'ai fait comment t'appelles ça, un mémoire de 90 pages. Tout le monde m'a aidé. Mes assistantes, elles m'aidaient. Moi, j'ai rédigé le texte. Greg, il m'a amené chez lui, il me faisait des pâtes, et il me dit, maintenant tu dis ça à l'oral, tu dis ça. J'ai été préparé. C'est vachement bien. Et il était sur quoi ton mémoire? Comment? Il était sur le commercial? Alors, en fait, il était sur le commercial, sur les 9 transactions que j'avais faites, Ouais. du temps avant d'arriver à devenir investisseur. Ok. Voilà. Okay. Donc je devais expliquer tout ce qui s'était passé, mais il me manquait plein de mots. Et bon, je peux parler que de Greg, on va croire que je suis amoureux. D'une certaine manière, c'est bien d'aimer son associé. Il était là à me dire, t'as oublié tel mot, t'as oublié, parce qu'il a une mémoire photographique incroyable. Et il me disait là. Et donc je suis retourné à l'école et j'ai eu ce master. Ça m'a donné tous mes diplômes, ça m'a donné plein de choses. Et là, ça m'a donné alors une satisfaction. Ma mère, elle a pleuré, elle croyait que j'étais devenu médecin. Oui, mais tu t'es senti légitime en fait. Je me suis senti légitime. On devrait faire ça en France. Il y a plein de profils comme le mien qui sont bourrés de qualité, mais qu'on diminue parce que ils vont pas être bons en orthographe, parce qu'ils vont pas être bons à l'école, parce qu'ils n'ont pas un encadrement. Alors que là-bas, tu as l'effervescence de l'entrepreneuriat, de l'autodidacte, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis arrivé chez un broker à Dubaï, ils avaient 800 personnes sur le floor. Ouais, tu m'as dit, ça c'est la folie. Je t'ai expliqué. Ouais, ça c'est exceptionnel. J'ai été reçu dans des conditions, mais tout le monde veut devenir broker. Ça veut dire que là, et chaque fois que quelqu'un faisait une vente, il y avait sa tête, tout le monde le regardait, tout le monde repartait. Le lot de Wall Street. Et c'était que des gens, j'ai parlé avec eux, c'est pas des gens qui ont fait les grandes écoles, c'est des gens qui veulent bosser, qui bossent du matin au soir, qui bossent dur. C'est ça, c'est qu'en fait, on sent vraiment qu'il y a l'émulation, que les gens veulent travailler, que les gens veulent faire. Et c'est un autre effet de levier, en fait. Parce que ici, alors, dans leverage, on parle d'effet de levier principalement bancaire, mais l'effet de levier où tu as un tremplin qui est l'émulation collective, c'est aussi un levier. Je pense qu'ici, on a raté une chose, c'est que la première chose, quand tu rencontres quelqu'un, déjà, il juge ton nom, ton faciès, ta religion, tes origines. Est-ce que tu as de l'argent? Quelle montre tu vas avoir? Et ça crée des blocages et il y a des gens qui ne se parlent pas à cause de ça. Moi, moi, je suis à l'aise avec tout le monde et je ne vais pas me justifier, mais je trouve que tout le monde amène quelque chose. Ouais. Après, j'ai eu la chance, mon père il vivait en Afrique, il vivait au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Mali. Donc j'ai eu cette culture un peu africaine. Moi-même, je suis du Maroc. Je vais 3 fois par an au Maroc. Je pars en Israël aussi. Donc, et Dubaï maintenant. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir un peu cette culture d'ouverture. Ouais. Quand tu arrives à Dubaï, tu mets tout ça à la poubelle. Ouais. Indiens, Pakistanais, Anglais, ils s'en foutent. Ouais. C'est how much you want.
Qu'est-ce que tu C'est veux? juste la religion de l'argent. C'est une très belle religion. Ouais. Il n'y a plus de guerre. Non, non, c'est vrai que ça nous va bien en réalité. Il y a plus de guerre. C'est comment je peux faire, comment je peux t'aider et qu'est-ce que tu vas me donner. Et comment exactement? Je ne sais plus si je t'avais raconté, il faut que je te raconte cette histoire, mais quand on y était allé, donc Romain et moi, je t'avais dit qu'on a installé notre filiale à Dubaï en 2017, donc de Audit and Coverage, et donc on va voir le French Business Council. Et le French Business Council, on leur dit, bon bah voilà, on s'installe, on est Audit and Coverage, on est en 2017, donc on n'avait pas notre petite réputation d'aujourd'hui, on avait encore moins, et on leur dit, voilà, on recherche, on structure des financements. Donc, il y a des Français, on peut les aider, comment est-ce qu'on peut faire? Ils nous disent, ok, pas de problème, venez tel jour, telle heure à la Marina. Donc, et je vais vous me présenter quelques Français. On arrive, le jour, l'heure, à la Marina, il y avait un tapis rouge avec un kakémono Welcome Audit and Coverage. Génial. On était devant un yacht, alors c'était pas le plus beau de la Marina, mais franchement, c'est pas grave. Donc on se regarde avec Romain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, ok, donc c'est pour nous. Bah, on dit Audit and Coverage, ok, c'est nous. Donc on y va. Et là, il y avait dans le yacht 1000 Français. Oh. Et donc on se retourne vers notre contact, on lui dit, mais je comprends pas, tu nous as dit que nous, on s'attendait à un petit dîner, quelques Français, quoi, une dizaine. On avait ramené peut-être 20 cartes de visite chacun. Il me dit, bah, je t'ai dit que j'allais venir avec quelques Français. Sur 100 000, il y en a 1000. Ça fait quelques Français. Wow. Bon, voilà, très pro-business, c'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est un autre effet de levier. Et c'est donc ta prochaine aventure. C'est la prochaine aventure. Je pense que, mais je lâche pas la France parce que c'est un marché que je suis identifié, on est connu, et en ce moment il y a des jolis dossiers parce que tous les personnes qui se sont un peu improvisées, investisseurs, sont sortis. Aujourd'hui, ils sont en train de payer les pots cassés. Nous, on a réussi à tenir. On dit qu'on voit des bons marins pendant les tempêtes. Bien sûr. On a galéré, c'était pas facile, mais là, on y est passé. Donc aujourd'hui, on a ouvert un petit peu aussi sur le sport. On commence à ouvrir des salles de sport. Voilà. J'ai des partenaires qui sont très, très, très avancés dans le sport. Nous, on a pris une franchise aussi. Donc, c'est quoi, par exemple, qu'est-ce que vous faites des salles type Basic Fit ou des trucs comme ça, ou plutôt paddle? Alors, on a ouvert une franchise qui s'appelle Punch Boxing. C'est le groupe Monday. On a la licence sur Marseille. D'accord. Donc, on vient d'ouvrir. On fait des chiffres hyper sympas. Donc, vous cherchez des emplacements? On cherche, pas encore. Non, pour l'instant, on fait Marseille. D'accord. On va le stabiliser. C'est pas facile. C'est la différence avec une salle de sport. C'est un peu long. Et il y a beaucoup de concepts à Marseille. Donc, on est en train vraiment de poser nos pieds là-bas. Les chiffres sont hyper encourageants. Vous vous associez? On est 5 associés, Voilà. d'horizons complètement différents. On n'a pas le temps de la gérer. Non. Là, c'est pas possible. Ensuite, j'ai un autre associé qui s'appelle Olivier Sayag, qui est canon. Lui, il est plutôt dans la logistique du côté de Strasbourg. Et on est associé avec une personne qui s'appelle Pierre Deville, lui qui était un des fondateurs de Keep Cool. Donc, ils ont vendu le groupe. Et aujourd'hui, on remonte des enseignes sous l'enseigne Gymfit. Voilà, il y en a une qui a commencé à Strasbourg. Et on est en train de signer à Paris dans le 16e, incessamment sous peu, d'ici quelques mois. Bravo. Et là, on parle de 1200 mètres carrés, d'un gros investissement. Donc, le marché parisien, il faut le garder. Les murs, quand on en achetait 8 à 12 par an, en ce moment, on en achète plutôt 5 ou 6. Voilà, on vient de faire un très beau dossier à Deauville, parce que c'est une ville qu'on croit. En fait, la France, il faut se concentrer sur les 10 villes de France importantes, 10 grosses agglos, les zones de périphérie, tout ce qui est retail park, pour moi, à mon sens, et quelques zones balnéaires, voilà, et la neige. Après, le reste, ça reste très compliqué, même si on vous dit, tiens, il y a des belles rentas, attention. Voilà. Il ne faut pas non plus se laisser trop berner par les belles rentas si ce n'est pas dans ce que tu viens de dire, si ce n'est pas dans les 10 villes. Le problème, c'est que les mairies, aujourd'hui, il y a beaucoup de mairies qui ont favorisé des zones de périphérie, des zones de retail park, qui ont tué leur centre-ville. Plus des règles un peu écologiques, il faut être écologique, il n'y a pas de problème, mais des changements de rue, des changements de sens, même. Ça, c'est des choses aussi qu'on étudie, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on oublie. Quand ils changent une rue de sens, ils modifient un quartier. C'est possible que ton client qui passe, il ne peut plus aller au parking, il doit aller derrière. J'étais à Annecy il y a 2 jours, qui est une ville très sympa, mais c'est vrai qu'au niveau de la circulation, il faut regarder les sens. Parce que sinon, tu te retrouves un peu, pas dans un cul-de-sac, mais tu dois sortir. En tout cas, ça peut peut-être même tuer un business. Ça tue un business totalement. Ce changement de sens. Exactement. Parce que ça met du coup dans l'angle mort des boutiques. Exactement. Mais ils ne pensent pas. C'est comme quand aujourd'hui on ferme la rue de Rivoli. Moi, de mon temps, du temps de mes parents, quand je regardais Paris avec des grands yeux, la rue de Rivoli, ceux qui avaient des boutiques de souvenirs, Ah ouais. c'était fou. Ah ouais.
Ils disaient j'ai vendu 1 million, 2 millions, 3 millions, Ouais. mon fonds. Les gens se battaient pour être rue de Rivoli. Ouais. Aujourd'hui. Quand je vois la rue de Rivoli, heureusement qu'on n'a pas de commerce là-bas. Ah ouais, non, c'est clair. Mais il y a des zones comme ça où on n'achète pas parce qu'on sait que c'est compliqué. Saint-Germain-des-Prés, j'ai pas de boutique parce que j'ai jamais compris les valeurs. J'ai toujours dit que c'est beau, c'est prestigieux, j'y vais le week-end. Oui, la rue de Sèvres, c'est merveilleux, mais les valeurs pour moi de Saint-Germain, elles sont pas du tout raccord avec le marché. Elles sont pas cohérentes. Voilà, l'avenue Victor Hugo, du côté Étoile jusqu'à presque la place. Alors là, elle va un peu mieux parce qu'ils ont mis des enseignes de destination. Parce qu'à un moment, les bailleurs, ils ont gagné de l'argent entre 2000 et 2015. C'était un métier hyper facile. T'achetais, ton locataire, il restait 15 ans. Aujourd'hui, les locataires, ils restent entre 3 et 6 ans. Donc tu dois renouveler ton business, tu as des périodes de vacances, et c'est tout ça que les gens oublient. Oui, parce que pendant la vacance, toi, tu continues de payer le crédit quand même. Oui, mais les gens ne le quantifient pas. Ouais, c'est ça. Les gens, ils disent pas, ils disent, moi j'ai une belle renta. Mais tu as oublié que pendant 3 mois, tu n'as pas eu de loyer. De loyer. Une vacance moyenne, c'est 3 mois. Ça dépend. Pardon, la vacance, donc c'est le moment où les locataires ne sont plus, qu'il n'y a plus d'exploitants et que la boutique est vide. Voilà. Mais après, ça dépend si tu veux louer sur les mêmes bases de loyer. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire nous, les néo-investisseurs un peu plus jeunes, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Greg, mais c'est très dur parce qu'il a une famille assez importante et c'est pas du tout dans l'ADN. C'est qu'aujourd'hui, un loyer, il faut savoir le baisser au bon moment. Ou si le locataire va mal, lui dire écoute, je vais t'enlever un petit peu. Parce qu'à un moment, nous, quand on a passé 3 ans, 5 ans de détention, on a remboursé une partie du capital. Et si on veut pérenniser un peu le locataire et pas changer tous les 3 ans, c'est cette façon de faire. Mais j'ai eu cette discussion avec ma banquière. C'est ce que j'allais te dire. Ta banque, elle réagit comment face à cette stratégie ? Sur notre portefeuille, aujourd'hui, nous, on a une boutique vide. Donc, ils nous font confiance. Mais au début, ils venaient nous expliquer, nous disaient oui, mais attendez, le bail, vous l'avez signé avec un tel. Aujourd'hui, c'est comment ça se fait ? On lui explique qu'en fait, il est parti, mais qu'on a une stratégie de commercialisation. Mais comme eux, le but, c'est de ne pas avoir de vide, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, ils nous expliquent qu'il faut toujours que ce soit le même locataire. Mais c'est impossible. Donc aujourd'hui, nous, on a nos banquières qui elle nous fait très confiance. Sandrine, si vous voulez. Oui, tu as raison, on ne sait jamais. C'est bien. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que Sandrine, elle va peut-être s'aligner à ta stratégie. Elle va peut-être faire, pourquoi pas, des suspensions de crédit. Ça, non. Ça, non ? Non, ils sont très durs. À ce niveau-là, il y a des cases, il faut le DSCR. Ouais. Et il faut que ce qu'on dit. Ça, tu ne le négocies pas. Quand tu as, t'as toujours eu un remboursement qui était exemplaire, tu négocies pas d'avoir 6 mois de suspension. Non, la seule fois on l'a eu, c'était pour le Covid. Pour le Covid, évidemment. Voilà. Mais et moi, après, je trouve ça bien. Je trouve qu'on a un système bancaire hyper sain. Ouais. C'est-à-dire qu'il est dur, mais il est sain. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, elles font attention au DPE. Bien sûr. Sur les commerces, c'est quelque chose. Parce que le problème d'un immeuble, c'est que ton rez-de-chaussée et ton dernier étage, c'est ce qu'il y a de pire. C'est des passoires thermiques. Et même quand tu fais des travaux, même quand tu doubles les murs, même quand tu changes le sol, même quand tu mets de la laine de verre, tu as des DPE qui sont pas. Même là, ils sont en train de légiférer pour changer encore d'une lettre parce que c'était trop drastique. Pour les locaux commerciaux, c'est quand même compliqué. Donc, parce qu'ils sont tous en rez-de-chaussée. Nous, quand on achète, on a le problème des DPE. Deuxièmement, depuis le 21 novembre, il y a la loi Le Meur. La loi Le Meur, ça veut dire que ton dossier, pour prouver la commercialité, de 1970 à 2000, il ne doit pas avoir d'interruption de commerce. Donc, il faut avoir les baux, il faut chercher qui était dedans, mais s'il y a eu 1 mois d'habitation, c'est plus commercial. Donc, c'est plus une boutique. Et donc, il faut racheter la commercialité. S'il y en a. Mais ton vendeur, il ne veut pas l'entendre. Je vais t'expliquer qu'il est devant un local commercial. C'est une boutique, ça a toujours été au rez-de-chaussée. C'est vrai. Donc, on a le DPE, on a la partie commercialité. Ensuite, on a la partie locataire. Parce qu'un locataire, il fait un chiffre d'affaires. Donc, ça a une valeur. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder quand on achète une boutique. Et la banque est derrière aussi à noter le locataire qu'on va lui donner, le DSCR et le taux qu'elle va te bloquer. Et l'apport. Ça fait beaucoup. C'est trop. J'ai changé de métier, je crois. Mais est-ce que tu as envie de partager une belle aventure que tu as connue sur toutes ces années ? Une boutique que tu as acheté X, que tu as revendu Y, je ne sais pas si tu as le droit de communiquer sur les chiffres, mais en tout cas, quelque chose qui est où tu te dis « Ah, c'est quand même aussi pour ça que je travaille ». Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas respectueux envers l'acheteur. Parce que si je dis que c'était bien, c'est que je l'ai vendu cher. Et parce que tu as créé de la valeur. J'ai créé de la valeur, mais ça répondait à l'acheteur.
Bien sûr. Voilà. Mais s'il y a eu un prix et qu'il y a eu transaction. Si, récemment, j'ai vendu un portefeuille à un gestionnaire que j'affectionne. Il voulait à tout prix être en face du Bon Marché. J'avais 2 boutiques, plus dans le Marais. On a fait un portefeuille à un taux qui correspondait à un taux intéressant pour nous et lui. Et ça s'est très bien passé. Et il était très sérieux. Et il a été stupéfait, et c'est sans prétention, par le niveau technique de nos boutiques et des beaux. Ça veut dire que quand il a vu qu'il y avait 0 problème, lui qui était gestionnaire, par exemple dans une boutique, c'était très marrant, j'ai acheté une boutique, ça faisait 4 fois que la vente sautait parce qu'il n'y avait pas de toilette. Donc quand les gens venaient acheter, ils disaient mais attends, il n'y a pas de toilette, comment l'enseigne va faire pour son personnel? Moi j'ai dit c'est pas grave, on va l'acheter, on va retrouver des toilettes. Donc quand tu n'as pas de toilette, il y a 2 façons de faire. Soit tu trouves un réseau, tu te piques, tu n'as pas le droit, tu es dans des immeubles bourgeois, ils font très attention à ça, tu peux pas. Soit tu dois retrouver les toilettes. Moi, ils avaient coupé les toilettes en 1983. J'ai mis 18 mois. J'ai retrouvé les toilettes. J'ai fait un découpage des caves, j'ai superposé des plans. Je ne suis pas James Bond, hein, mais c'est là où... Mais au bout de 18 mois, on a retrouvé ces toilettes. C'est technique. Non, c'est technique. Et on a vendu. Mais tu as créé la valeur. J'ai créé de la valeur. C'est une histoire de toilette. C'est ça. Parfois, c'est une histoire. Voilà. Donc oui, ce portefeuille s'est très bien passé. Le broker était top. Tout le monde était bien. Tout le monde était à sa place. Et ça, c'était canon. Ça, c'était une belle... Mais après, raconter ses victoires, c'est... Non, je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est pas joli, je trouve, de dire on a fait. Et il y a des moments où il y a des besoins. Donc il y a des gens qui ont des besoins, il faut répondre à ces besoins. Mais la seule façon de gagner de l'argent dans ce métier, c'est de le faire de la même façon tout le temps. C'est la régularité. C'est la régularité, il n'y a que ça qui compte. Et de le faire de la même façon du matin au soir. Quand je suis au bar, je vais prendre mon café, je vois des gens à côté. Vous n'avez pas un peu d'immobilier à vendre? Pourquoi? Mais quand je vais aux réunions de profs, ah, vous faites quoi dans la vie? Ah, bah, je cherche. En fait, c'est un métier qui se fait, il se respire, il se transpire. Mais je vais te dire quelque chose qui est très marrant parce que j'essaye d'analyser, hein, c'est hyper difficile. C'est qu'à un moment, j'ai rencontré des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans ce métier. Ouais. Et moi, tous mes amis, ils ont entre 55 et 80 ans. Je m'embête avec les gens de mon âge. Ouais, t'es beaucoup plus jeune. Et je leur pose toujours des questions. Comment t'as fait? Comment t'en es arrivé là? Parce que c'est des réussites. Et ils sont tous souvent très aigris. J'ai jamais vu des gens qui sont jamais heureux de leur parcours. Et moi, je me dis, attends, c'est bizarre parce que nous, on aspire à réussir. Et on pense que réussir, c'est avoir tant d'argent. Quand je vois les podcasts, et moi, j'ai fait 100 millions, 200 millions. Et en fait, c'est pas ça. En fait, Et tous ces gens-là, ils ont tellement souffert pour en arriver là parce que tout ce que je te raconte, ils l'ont vécu. Alors, ils ont de la pudeur parce que l'ancienne génération, elle parle moins que nous. Mais ils t'expliquent que là, il a failli faire faillite, que là, il a dû revendre son appartement pour financer ça, qu'il avait des mauvais associés. Et j'ai compris qu'en fait, la route, elle est longue, en fait. Et c'est dur. C'est dur, en fait. C'est dur. C'est pas facile parce que souvent, on voit des gens qui sont établis, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu, la partie. Et des fois, ils ont dû faire des zigzags. Bien sûr. Et donc, chaque année, j'essaye de redéfinir le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Finalement, c'est ma famille, c'est mes enfants. Oui, ta réussite professionnelle. Où tu étais il y a 10 ans, où tu es maintenant. Mais le problème, c'est où tu seras dans 10 ans. Et je pense que, tu vois, c'est tout ça qu'il faut vraiment essayer de penser. Et c'est ça qui fera nos victoires, plutôt de dire, j'ai acheté ça. Je pourrais parler de plein de choses. Ouais. J'ai beaucoup de victoires, franchement. Bien sûr. Et j'en suis tellement fier. Mais c'est... je vois sur LinkedIn, par exemple, les mecs, ils mettent tout et n'importe quoi. J'ai loué ça. Oh, et tout le monde, bravo, c'est super, wow. Et moi, je vois des fois, l'autre fois, je me rappelle, j'ai aidé un copain à vendre des actifs. Je lui ai fait un peu toute la supply qu'il avait besoin. Et on a eu des honoraires très sympas, mais je pourrais le mettre sur LinkedIn. Et là, c'est même pas bravo, il faut qu'ils mettent game over. Mais je le fais pas parce qu'en fait, tu vois, les 2 ans que j'ai passés, on a remis tous nos fonds propres. Il y a 3 ans, j'avais beaucoup d'avance, je ne l'ai plus là. Et j'espère que dans 2 ans, j'en aurai. Après, tu as la crise interplanétaire qu'on a vécue. On a une crise et j'ai pas lâché. Et tu n'as pas lâché. Et j'ai pas lâché parce qu'il y a 3 ans, je pouvais partir, j'avais un petit matelas sympa et dire je commence une autre vie ailleurs, je voulais partir. Et finalement, je dis non, en fait, j'ai une légitimité, c'est un marché que je connais, les gens me connaissent, m'appellent. Enfin, ceux qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas aussi. Mais c'est bien que tu aies ton réseau, ton écosystème. Il y a des gens avec qui tu t'entends, des gens avec qui tu t'entends pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Exactement. Des fois,
Moi, je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas ma façon de faire, ma façon de dire. Et c'est pas grave, je les embrasse. Il faut de tout. Il faut de tout. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode qui était absolument passionnant. Le mot de la fin, est-ce que tu voudrais nous dire quel est pour toi le meilleur levier dans tout ce que tu as entrepris? Est-ce que c'est un levier, parce que donc on parle d'effet de levier, de leverage, donc de tremplin. Est-ce que c'est pour toi le financement? Est-ce que c'est pour toi les associations? Est-ce que c'est pour toi blablabla? Peu importe, mais... Il faut avoir un associé costaud. Ah. C'est un jeu pour les riches. Il faut avoir un associé très costaud et travailleur. Voilà. Le plus important, c'est de travailler. C'est de travailler du matin au soir et du soir au matin. Voilà, c'est la seule façon. Tu sais, moi, souvent sur les réseaux, les gens, ils sont sûrs que je m'amuse. Parce que j'aime bien partager des choses. Dans les stades, je monte à cheval. J'adore montrer quand je fais des galops. Ma fille, ils sont sûrs que c'est hyper facile. Et non, en fait, l'envers du décor, il est complètement différent. C'est de travailler très dur, mais sur tous les sujets. Que ce soit la finance, que ce soit la façon dont tu vas gérer tes dossiers. Le plus important, d'avoir des associés costauds. Extra. Merci beaucoup. Franchement, merci à toi, Michael. C'était un super échange. Pour moi, je trouve ça évidemment passionnant. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous de nous suivre. J'espère que cet échange vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.